Pour en parler, nous avons deux députés sur le plateau de l'EMPOP. Aurélie Trouvé, députée LFI NUPS, membre de la Commission des affaires économiques à l'Assemblée. Merci Aurélie de t'être libérée ce soir. Benjamin Lucas est avec nous aussi, député NUPS au groupe écologiste, membre de la Commission des lois. Bienvenue Benjamin. Également sur ce plateau, nous sommes ravis d'accueillir Serge Faubert, journaliste, fondateur de l'excellente chaîne YouTube Pure Politique. Merci Serge d'être là ce soir. Enfin, une personnalité que vous connaissez bien et que nous sommes toujours heureux de recevoir à l'EMPOP, Michel Soudet, journaliste, rédacteur en chef adjoint à Politis. Merci Michel de t'être libéré ce soir. Bonsoir. L'émission populaire, c'est parti, on est ensemble pour une petite heure. N'hésitez pas à commenter, liker, partager sur les réseaux sociaux avec le hashtag MPOP. Tout de suite, le Zapop. Le maire de Saint-Brévin a donc démissionné. Jean-Baptiste Trogneux agressé en bas de chez lui. Mardi soir, il y a eu une agression relayée donc par ce délégué CGT qui en a été victime. Après l'incendie criminel contre son domicile alors qu'il était chez lui. Des coups à la tête, aux bras et aux jambes. Vers 21h, il était devant son domicile en train de décharger sa voiture avec son enfant. Sur les 8 personnes interpellées lundi soir, 6 d'entre elles étaient déjà connues des services de police. Quand soudain, dit-il, 3 hommes sont arrivés avec une voiture. Ils l'ont embarqué à bord de force. Ils l'ont gazé, insulté, humilié, dit-il, avant de le relâcher quelques kilomètres plus loin. Il était menacé par des membres de l'ultra-droite. Vous dites que le fait que la Première ministre le reçoive aujourd'hui, c'est un bon signal, ça montre que l'État est aux côtés des élus. C'est pas ce que dit le maire. Le maire dit par exemple qu'il a eu Olivier Véran, le porte-parole, au téléphone après l'incendie de son domicile et rien ne s'est passé ensuite. Emmanuel Macron lui-même lui a écrit 11 jours après l'incendie, alors qu'il avait décroché illico son téléphone lorsqu'Éric Zemmour a été agressé. C'est comme la démonstration que et le président de la République et la première ministre sont au rendez-vous. Un peu tard. L'ont appelé, le reçoivent, l'écoutent. Et si après il y a eu un mois et demi. La question qui est posée, elle est donc beaucoup plus large. C'est la question de la protection de nos élus. C'est la question aussi de l'habitude qui a été prise à cette forme de violence. Écoutez, ça montre qu'il y a une montée de l'extrémisme. L'extrémisme, il vaut des deux côtés. Quand on sème le chaos à longueur de journée, on récolte la haine dans notre pays. Et on le vit ici. Écoutez, on le vit ici avant même les retraites, pardonnez-moi, mais il y a beaucoup d'insultes, il y a un côté irrationnel dans ce pays. Qui sème le chaos et l'irrationnel? Eh ben, écoutez, il suffit de regarder ce qui s'est passé. Il y a un élu régional de la France insoumise. Ce qui s'est passé avec Monsieur Porte, vous l'aviez tout à l'heure sur votre plateau, avec le pied sur le ballon. Il était menacé par des membres de l'ultra-droite. Alors, avant de faire réagir tout le monde à ce Zapop, on a Bastien qui vient nous livrer son édito de cette semaine. Bastien, on t'écoute. Bonsoir Julie, bonsoir à tous. Julie, ce soir je suis venu te parler d'une récente sortie médiatique qui m'a profondément choqué. Je parle de l'œuvre de Jean-François Kahn qui, sur le plateau de C'est ce soir, nous a expliqué qu'en Amérique latine, c'est une certaine gauche radicale qui a favorisé l'arrivée au pouvoir de l'extrême droite. Le journaliste a ensuite précisé qu'il craignait de vivre la même chose en France aujourd'hui. Bien sûr, Julie, tu me connais, ces quelques mots m'ont contrarié. C'est bien que j'ai tenu à répondre à Jean-François Kahn ce soir. D'abord, lui rappeler que dans l'histoire et partout dans le monde, les prises de pouvoir de l'extrême droite ont toujours reposé sur deux types d'événements. Soit sur une situation économique et sociale difficile, entraînant une explosion de la misère et de la pauvreté, une impression de déconnexion entre la classe dirigeante et le peuple, et donc un terrain propice au discours ciblant les ennemis de l'intérieur, les supposés traîtres à la nation ou responsables de tous les maux, ce qui est le discours typique de l'extrême droite, soit sur le soutien de puissances étrangères, comme ce fut notamment le cas au Chili, ça tombe bien, on parle d'Amérique du Sud, en 1973, où l'extrême droite de Pinochet fut largement soutenue par les États-Unis, qui servaient ici leurs intérêts géopolitiques. Ensuite, lui rappeler la vérité sur le Chili, par exemple, mais la situation est comparable partout où l'extrême droite est passée, où des milliers de militants associatifs et politiques de gauche ont été assassinés, que des centaines de milliers d'autres ont été emprisonnés et torturés par le régime fasciste, dont le coup d'État avait d'ailleurs entraîné la mort du président socialiste élu démocratiquement, Salvador Allende. Lui rappeler aussi que d'autres, par centaines de milliers également, ont dû fuir le pays dans des conditions terribles pour sauver leur peau et ou leur liberté. En prononçant sa terrible phrase, Jean-François Kahn salit donc avant toute chose la mémoire des centaines de milliers de victimes de l'extrême droite et de la dictature de Pinochet, dont une partie s'était d'ailleurs réfugiée en France. Ces paroles sont inconscientes face à l'histoire, mais elles sont aussi abjectes, car en réalité, Jean-François Kahn se livre ici à une inversion de la charge. Voilà que les premières victimes de l'extrême droite deviennent, selon lui, responsables de son arrivée au pouvoir. Imaginez un instant, un seul instant, que ce discours soit appliqué à l'histoire de France. Cette analyse de Jean-François Kahn devient absurde, puisqu'il faudrait comprendre que c'est la gauche du Front populaire
celle des congés payés, de la réduction du temps de travail ou encore du droit syndical qui serait responsable de l'accession au pouvoir de l'extrême droite de Pétain. Rendez-vous compte également des dérives gravissimes vers lesquelles ce genre d'inversion de la charge peut conduire si l'on devait considérer que les victimes du nazisme deviennent les responsables. C'est affreux, c'est sidérant et c'est glacial. Décidément, rien ne va dans cette déclaration ahurissante de Jean-François Kahn. Et Julie, le vieux monde tarde à tourner sa page, à emporter avec lui ses certitudes et ses carcans dont plus personne ne veut. Et ce faisant, le revoilà jusqu'à réécrire l'histoire, s'arrangeant avec la vérité pour servir ses desseins et ses passions tristes. La vérité, bien sûr, c'est qu'en France comme ailleurs, l'extrême droite a toujours fini par être la roue de secours des puissants et du système en place, qui ont vu en elle le recours idéal pour ne pas laisser la gauche humaniste les priver de leurs privilèges, et qui ont donc fini par accepter ou financer ou soutenir son accession au pouvoir et donc accepter ainsi toutes ces horreurs, d'où le célèbre adage d'ailleurs dans les années 30, plutôt Hitler que le Front populaire. À Jean-François Kahn, à Jean-Michel Apathy, à Elisabeth Borne, à toutes celles et ceux tentés d'une façon ou d'une autre de diminuer les dangers de l'extrême droite, de rabaisser les dangers de l'extrême droite, de la comparer à la gauche ou de supposer responsable parmi ceux qui la combattent. Je leur dis qu'ils jouent à un jeu dangereux et qu'il est temps d'arrêter. Cessez ou partez, mais de grâce, surtout ne continuez pas. Bravo, merci beaucoup Bastien pour l'ouverture de ce sujet, pour ta précieuse chronique. Alors justement, pour des soucis de durée du ZAPOP, on a choisi d'y mettre les 3 récentes agressions, mais on pourrait parler d'autres agressions de l'extrême droite qui se multiplient. On a l'exemple de ton assistant, Aurélie, qui s'est fait tabasser par des hooligans d'extrême droite. C'est le média Street Press d'ailleurs qui avait identifié ces hooligans fascistes, parce que dans les médias, les journalistes parlaient d'ultra-droite. Et le média Street Press d'ailleurs qu'on salue, qui fait un travail de recherche sur l'extrême droite très important et de recensement aussi de toutes les agressions dans les facs, le retour du GUD, composé de néo-nazis entraînés au combat et réputé pour ses liens avec le FN et qui a manifesté dans les rues de Paris début mai. On a aussi le projet terroriste d'un gendarme néo-nazi qui a visé Jean-Luc Mélenchon, et je me permets de montrer la une de Politis. Mais là on l'a vu avec le ZAPOP aussi. Pour les macronistes, c'est la faute de l'extrême gauche. Est-ce que quelqu'un veut réagir, peut-être, l'un de nos journalistes? J'ai envie de dire que c'est de bonne guerre. L'idée, c'est d'installer dans l'opinion que la confrontation verbale, les joutes démocratiques dans l'hémicycle, il y a une solution de continuité dans la rue avec les affrontements, et que donc finalement, si les députés de la NUPES se comportaient de manière plus civile, il n'y aurait pas tout ça. Voilà, donc l'idée c'est d'incriminer un secteur de l'hémicycle, et Elisabeth Borne a fait remarquer que à tout prendre, les élus du Rassemblement national étaient beaucoup plus corrects, avaient une attitude beaucoup plus digne que les vilains histrions de la NUPES. Bon. Mais c'est un argument qui revient, qui martèle, et là il bondit sur l'occasion pour l'enfoncer. Non, Michel, tu voulais peut-être avant et après. En fait, c'est une attaque perpétuelle depuis l'élection présidentielle, où dans un premier temps, dans l'entre-deux tours, on a vu Emmanuel Macron flatter les électeurs de gauche, et ensuite ses supporters, tous ceux qui étaient dans son gouvernement refusaient de choisir entre l'extrême droite et la NUPES dans les duels de second tour. Et depuis, ils n'ont de cesse de diaboliser la NUPES, de diaboliser en particulier Jean-Luc Mélenchon, le grand absent de l'Assemblée nationale, mais omniprésent dans tous les discours et toutes les attaques. Et le seul but, c'est de continuer à installer Marine Le Pen en force, dont ils ont besoin d'ailleurs à longueur de temps pour faire passer à ce que j'ai pu voir, toutes les sujets, les projets de loi, les dispositions et les mesures qui ne sont pas particulièrement sociales, ils arrivent à les faire passer avec le Rassemblement national. Aurélie? Oui, c'est gravissime. Moi, je considère que la Macronie aujourd'hui, est le terreau de l'extrême droite, quoi.
D'abord, première raison, parce que concrètement, ils font effectivement en sorte que l'extrême droite monte, y compris dans les institutions. Tu l'as très bien dit, Michel, en fait, ça s'est fait notamment aux législatives quand ils n'ont pas choisi finalement, voire ont favorisé l'extrême droite dans les seconds tours. Ça c'est une première chose, mais on pourrait parler aussi du fait qu'ils se sont arrangés pour qu'il y ait des vice-présidents de l'Assemblée nationale qui soient Rassemblement national. Enfin, voilà. Et puis, parce qu'ils en ont besoin, tu le dis très bien, hein, c'est le même logiciel socio-économique. C'est-à-dire, chaque fois qu'il y a des votes les plus importants du point de vue social et économique, ils votent ensemble. Pourquoi ? Parce que le Rassemblement national a une haine du locataire, du jeune de classe populaire, des chômeurs. Et en fait, ils servent sans arrêt la même classe sociale, en fait, celle des plus riches et des multinationales. Deuxième raison, parce qu'ils banalisent totalement l'extrême droite. Il y avait le ni gauche ni droite, maintenant il y a le ni extrême gauche ni extrême droite. Et donc ils utilisent cette technique qu'on voit dans 1984, quand Orwell le décrit très bien, c'est-à-dire c'est la négation de la réalité, quoi. C'est-à-dire qu'ils font croire, mais à force de répandre cette fake news, les gens finissent par y croire, ils font croire que l'extrême gauche égale l'extrême droite. Voilà. Et donc ils nient totalement le côté raciste, antidémocratique, xénophobe, homophobe, etc. de l'extrême droite. Voilà. Troisième raison, par l'inaction et la non-dénonciation de la pointe avancée de l'extrême droite, si je peux dire. Voilà. Par exemple, c'est le Saint-Brévin, c'était typique. Dans l'Assemblée nationale, quand il y a un hommage qui est fait au maire de Saint-Brévin, le Rassemblement national reste assis, mais en même temps, Darmanin, à deux reprises, donc ils assument, ça c'est quand même très grave. Donc ça, on voit l'extrême droite clairement en lien avec les violences les plus terribles. Voilà. Mais par ailleurs, les questions qui sont posées à Darmanin, il n'y répond pas. Il n'a même pas le... Voilà. Et puis dernière chose, mais non, j'en parlerai après, sur nos responsabilités, mais je passe du coup la parole là-dessus. Ça nous laisse une responsabilité énorme, nous, pour être l'alternative politique et donc la NUPES. Quoi. Oui, voilà. je vais commencer par faire transition avec ce que vient de dire Aurélie avant d'en venir à ce que je voulais dire. Mais effectivement, ça nous donne une responsabilité énorme qui est celle de l'unité. Parce qu'en fait, on ne combat pas des ennemis aussi puissants et organisés aujourd'hui que l'extrême droite. Et c'est d'ailleurs pour ça que les macronistes font ça. C'est parce qu'ils savent qu'à la fin, ce sera entre eux et nous qu'eux ont choisi Le Pen. Donc il faut qu'on intègre ça aussi dans nos réflexions stratégiques. Et dans un moment où on parle des européennes de la suite, mettre entre parenthèses notre unité ou la fragiliser, c'est donner à Le Pen une longueur d'avance sur nous, alors que on voit bien que nous, on a tenu, on a résisté, on a mené la bataille des retraites et que nous, on était là quand elle était complètement planquée sous la table. Sur l'attitude des macronistes, moi, je vois deux choses. D'abord, une grande dangerosité. Je vais vous raconter quelque chose qui s'est passé ce matin en commission des lois, à laquelle je siège. On auditionnait la défenseure des droits, qui produit un rapport que je nous invite à lire, qui est quand même affolant pour ce qu'est aujourd'hui la réalité d'accès aux services publics, notamment pour les plus vulnérables, qui est affolant pour ce qu'est notre maintien de l'ordre, l'arbitraire, enfin tout ce qu'on se dit quand même depuis des mois. Et là, c'est une autorité indépendante qui le dit. Donc je comprends que quand nous on le dit, ils nous disent oui, mais vous avez un parti pris. Bon, alors j'assume un parti pris. On fait de la politique, mais là, on a une autorité indépendante qui le dit. Elle a même été nommée par Emmanuel Macron, la défenseur des droits. Donc on ne peut pas l'accuser d'avoir été choisie par nous. Bon. Et l'extrême droite fait ce qu'elle sait faire de mieux. Elle la remet en cause, elle la calomnie, elle l'injurie, elle dénonce l'indépendance de ce rapport, elle nie la réalité des faits, etc. etc. Du Trump amplifié d'attaques personnelles contre la défenseur des droits, et donc l'idée que eux au pouvoir, ils supprimeraient l'existence de cette autorité indépendante qui nous permet quand même d'avoir accès à un certain nombre de données. Le président de la commission des lois qui nous passe son temps à nous interrompre. Donc quand on dit quelque chose qui ne lui plaît pas, il reprend derrière, il outrepasse ses fonctions, etc. Là, silence radio. Silence radio. Vous avez l'extrême droite qui se livre à une mise en cause de ce qui est un fondement de notre Constitution, notre République, le fait qu'il y ait des autorités indépendantes qui aident l'État à évaluer ses politiques publiques. Rien, pas un mot. Elle est calomniée, elle est injuriée, la défenseur des droits, pas un mot. Donc ça, c'est le premier élément où c'est dangereux parce que renvoyer dos à dos une gauche qui peuvent trouver trop radicale, c'est leur droit. Moi, ça me rassure plutôt qu'on ne leur plaise pas. Ça prouve qu'on est dans le vrai. Quand ils aiment la gauche, c'est quand c'est une gauche qui ne l'est pas. Donc moi, ça me va plutôt qu'ils nous trouvent trop durs avec eux. Mais renvoyer ça à l'extrême droite, c'est en fait la politique de la terre brûlée pour avoir Le Pen à la fin. Et pourquoi je dis que c'est bête ? Et moi, c'est ça. Vous avez passé Carl Olive, par exemple, ou d'autres. Bon, ils sont obsédés par nous. Ça aussi, ça me donne plutôt le sentiment qu'en fait, on est dans le juste et que finalement, c'est plutôt bon signe pour nous qu'ils soient obsédés par nous. Mais là où c'est complètement
bête, c'est qu'en fait, ils ont une méconnaissance complète de l'histoire républicaine de notre pays. Déjà, quand ils disent extrême gauche en nous regardant comme ça. Notre programme, pardon, mais moi je ne considère pas que c'est un programme extrémiste. C'est un programme extrêmement lucide sur ce qu'est l'urgence écologique, un programme extrêmement lucide sur ce qu'est le poids des inégalités, la violence des injustices dans notre pays, un programme extrêmement lucide sur la nécessité aujourd'hui de faire la planification écologique, de répartir les richesses, de passer à une 6e République. Regardez bien dans quel état on est aujourd'hui, dans quel état est la démocratie. Et surtout, ça méconnaît aussi ce qu'est l'histoire de l'extrême droite. Eux, c'est les premiers à être tombés dans le panneau de la stratégie de dédiabolisation de Marine Le Pen, comme si tous ces gens qui ont adhéré au FN de Le Pen père, ils étaient là à l'Assemblée nationale pour enfiler des perles et qu'une fois au pouvoir, ils se comporteraient comme des bons soldats de la République, etc. On sait historiquement, à chaque fois que l'extrême droite a pris le pouvoir, comment ça s'est passé. Et on sait qui sont ces gens. Il n'y a qu'à regarder ce qu'ils ont écrit il y a quelques mois, quelques années. Il n'y a qu'à regarder où ils sont en manif, qui sont les gens qui sont dans les manifs de néo-nazis, etc. Puis sur la gauche, pardon, mais moi je m'intéresse quand même. On combat la droite. Je m'intéresse à son histoire. Il y a différentes familles, etc. Sur la gauche, c'est d'une bêtise abyssale ce qu'ils disent. Enfin, nous sommes à l'Assemblée nationale, et je le dis, y compris à certains à gauche qui peuvent dire le contraire, la NUPES, elle est revenue à ce qu'est la tradition historique de la gauche dans l'Assemblée nationale française, c'est-à-dire qu'elle porte une contestation de l'ordre établi, elle porte une contestation de l'économie néolibérale, et que finalement, quand on reprend 2 siècles de compte-rendu de l'Assemblée nationale, on est exactement dans le ton qu'il faut avoir quand on est une opposition démocratique à un pouvoir en place dont on pense qu'il est injuste et brutal. Alors, on va diffuser une vidéo de Usul qui était invité hier à C'est ce soir et qui parle justement des milices d'extrême droite qui s'organisent, et on a appelé cette partie extrême droite ce que Macron veut nous cacher, et lui il parle justement de ça, qu'il faut qu'on voit ce qui se passe dans les villes. On regarde. Les milices d'extrême droite, on a parlé de milices, j'ai vu le mec du RN là, qui disait qu'il fallait dissoudre les milices d'extrême gauche. Ça tombe bien, il n'y en a pas. Alors, on a aussi, je voulais vous citer Clément Viktorovitch qui a dit aussi qui a analysé les mots et la sémantique. Le gouvernement rejette le mot terrorisme quand un maire quand un maire et sa famille sont menacés par l'extrême droite, mais invente à gauche l'éco-terrorisme et le terrorisme intellectuel. Est-ce que, Serge, toi, tu as vu aussi ce glissement sémantique? De toute manière, il y a un glissement à l'Assemblée depuis quelques mois qui est très net dans les éléments de langage des députés de Renaissance, c'est qu'il y a systématiquement le mot extrême gauche qui est associé à la NUPES. Avant, c'était la NUPES, et puis à l'intérieur, on disait il y a des éléments d'extrême gauche, la FI et encore. Aujourd'hui, c'est vraiment systématique. L'extrême gauche fait ceci, l'extrême gauche fait cela. Et la répétition, finalement, finit par installer le mot. Et en revanche, de plus en plus souvent, le Rassemblement national, on se faisait la réflexion hier avec quelques confrères journalistes en écoutant Jacobelli du Rassemblement national qui nous disait mais il n'y a pas d'extrême droite dans l'hémicycle. Et je veux dire, on n'est que quelques-uns encore à se dire, il est quand même gonflé. Parce que ça s'est installé, cette idée s'est installée. Et puis à côté, il y a aussi ce vieux principe qui est la nature à horreur du vide. C'est vrai que cette banalisation du Rassemblement national fait que ceux qui ont envie de faire le coup de poing, qui ont envie d'aventures un peu plus musclées, s'organisent pour le faire. C'est pas dans le cadre du Rassemblement national qu'ils vont faire le coup de poing, c'est clair. Donc, il y a un développement de ces groupes qui, le moment venu, bien évidemment, convergeront vers un vote en faveur de Marine Le Pen. Mais c'est je dirais, l'aboutissement du déplacement ou du recentrage, non pas politique, mais en termes d'image, du Rassemblement national. Michel, là-dessus. Je suis assez d'accord avec cette évolution du vocabulaire qu'on constate en permanence. D'ailleurs, même quand il y a des événements graves qui se passent, on entend dire que le maire de Saint-Brévin a reçu des menaces venant de l'ultra-droite ou autre. Il a corrigé ce matin devant la commission des lois du Sénat. Il a dit non, mais arrêtez de parler d'ultra-droite, c'est l'extrême droite. Parce que les gens qu'il avait en face de lui, je ne dis pas ceux qui ont incendié sa maison, ses voitures ou qui ont commis cet attentat terroriste chez lui, mais ceux qui lui envoyaient des menaces, qui étaient toujours là pour manifester ou autre, c'était des gens d'extrême droite venant des partis connus, Reconquête, le Rassemblement national, avec leur aide et leur appui. Donc, qualifier d'ultra-droite systématiquement, c'est aussi pour dédouaner Marine Le Pen, alors qu'il y a une continuité entre eux. On le voit bien d'ailleurs quand l'ultra-droite, comme on le dit de manière familière, défile dans Paris le 6 mai,
on retrouve des proches de Marine Le Pen. Elle ne peut pas nier que ce sont des proches. Axel Lousteau, un autre trésorier de son mini-parti. Qu'est-ce que c'est que son mini-parti? C'est sa pompe à fric. C'est une association qui lui est complètement personnelle. Donc on ne nomme pas à la tête de ces organisations-là des gens qui ne sont pas des proches. Au contraire, c'est les plus proches des plus proches. Alors Aurélie, puis Benjamin. Oui, alors je voudrais réagir moi sur ce que tu disais, Lucas. Benjamin, pardon, je suis complètement d'accord. Je suis fatiguée la journée. Je suis complètement d'accord avec toi quand tu dis qu'en fait, par ailleurs, on n'est pas l'extrême gauche. Mais voilà, et d'ailleurs, il y a une extrême gauche, le PA, voilà, et il faut leur accorder ça d'ailleurs. Hein. Ils ont des militants, etc. On a d'ailleurs des liens forts avec. Mais là, nous sommes la gauche. Bon, voilà. Et cette gauche, elle n'a évidemment absolument pas les mêmes bases. C'est-à-dire que nous, on est issus des luttes antiracistes, LGBTQ+, des luttes féministes, des luttes pour les droits humains, des luttes écologistes, et évidemment des luttes syndicalistes. C'est ça notre ADN. D'ailleurs, on vient souvent du mouvement altermondialiste, quoi. Grosso modo, c'est vraiment notre ADN. On vient tous de ces milieux-là, enfin de ces mouvements-là, plus ou moins. Bon. Le RN a été fondé par des SS. Voilà, c'est ça le. Et donc effectivement, il y a un truc qui est insupportable et absolument gravissime de mettre sur le même plan, évidemment, la gauche, parce qu'en fait c'est ça, c'est la gauche et l'extrême droite. Et en gros, ce qu'ils veulent, c'est éliminer la gauche en faisant ça, quoi. Hein, parce qu'en gros, en mettant la NUPES sur le même plan que l'extrême droite, c'est une façon de nous éliminer, de nous éliminer et deux, de banaliser l'extrême droite. Mais moi, j'en arrive à une dernière élément, quand je dis quel est le... Qu'est-ce qui fait que l'extrême droite, parce que Bastien en parlait, qu'est-ce qui fait que l'extrême droite dans l'histoire aussi arrive au pouvoir? C'est quand il y a une gauche divisée. Voilà. Et on le voit bien dans les années 30, hein, quand voilà, le fascisme monte partout en Europe. Qu'est-ce qui se passe en France? On a le Front populaire un des terreaux du Front populaire, c'est l'antifascisme en fait. Et là se relie à la fois des luttes ouvrières, la LDH, la Ligue des droits de l'homme, qui joue un rôle immense, et la gauche, hein, qui est capable d'une unité. Alors du coup, moi, je dis vraiment cette unité de la NUPES, pour moi, on a une responsabilité immense, immense, au-delà des appareils, des calculs et tout ça. Je dis ça aussi parce que, attention à ce que ne reviennent pas ces petits calculs d'appareils, de le nombre d'élus qu'on peut avoir aux européennes, quand même, si on est divisé, ce sera mieux qu'uni, etc. C'est insupportable, je le dis franchement, c'est extrêmement lourd de responsabilité. Voilà. On n'en est plus là. C'est bon de parler de la tribune, non, ce qu'on a vu. Ouais, je suis d'accord, juste deux choses, parce que je trouve qu'on est au cœur du sujet qui va en plus nous préoccuper dans les années qui viennent. La force de ce que réussit l'extrême droite grâce aux macronistes, c'est de faire croire que tout se vaut. Et nous, je pense qu'on doit être capable de dire aussi, toutes les radicalités ne se valent pas. Aurélie l'a rappelé. Moi, je considère que même quand il y a des choses, des violences que je peux condamner, quand il y a toutes les radicalités ne se valent pas. Moi, on m'a dit, oui, mais vous avez aussi des fois dans des manifs de gauche des gens cagoulés. Bon, je condamne quand ils vont péter une vitrine, évidemment. Mais enfin, pardon, mais les motivations pour lesquelles on se mobilise comptent. Et qu'effectivement, quelqu'un qui se mobilise pour des bassines, contre des méga-bassines, et donc pour l'environnement, pour le climat, pour l'avenir des générations futures, même quand il y a de la violence que je condamne, c'est pas la même chose qu'un suprémaciste qui va dans la rue pour faire des ratonnades. Et si on n'est même plus capable, et quand le gouvernement refuse de faire cette distinction-là, là, en fait, il banalise et renforce l'extrême droite. Et enfin, un mot sur Saint-Brévin, quand même, parce que nous, je vois le truc, dès qu'il y a une violence dans une manif quelconque de gauche, donc tout se passe bien, manif sur la retraite, dès qu'il y a un mec qui casse une vitrine, on est sommé, nous, tout de suite, de condamner, de faire une minute de silence pour les familles des vitrines, etc., etc., etc. Et on nous explique que la contestation que nous avons à l'Assemblée nationale de la politique injuste et brutale de Macron aurait conduit des gens à casser des vitrines. Par contre, je n'ai entendu personne au gouvernement ou dans la majorité dire que quand Le Pen passe ses journées à l'Assemblée nationale à dire qu'il y a un lien entre immigration et délinquance, à dire que tous les malheurs de notre société viennent du fait qu'on accueille quelques exilés dans ce pays et par ailleurs beaucoup moins que dans beaucoup d'autres pays, et ben en fait elle est une commanditaire indirecte des types qui vont foutre le feu à la maison du maire de Saint-Brévin. C'est ça la réalité. Et là où Macron lui offre une victoire politique énorme, c'est qu'il n'y en a pas un pour dire ça et que Darmanin il dit je condamne les violences, les extrêmes, etc. avec un discours qui ne veut rien dire. La réalité c'est Marine Le Pen est responsable de la violence qui s'est produite à Saint-Brévin et je pense qu'on devrait aussi l'assumer plus fort que ça. Serge, tu voulais réagir là-dessus? Oui, enfin, moi c'était un petit peu en parallèle de ce débat. Il y a quelque chose qui m'a beaucoup choqué à l'Assemblée et je trouve que la réaction a été assez molle là-dessus. Lorsqu'il a été question de la manifestation qui s'est tenue en samedi avec des éléments cagoulés,
Darmanin a dit, puisque c'est comme ça, dorénavant, nous interdirons les manifestations de l'extrême droite ou de l'ultra droite, et le tribunal administratif aura à charge de dire oui ou non. Je trouve que c'est extrêmement grave. Pourquoi c'est extrêmement grave? Parce que aujourd'hui, la loi, c'est on déclare une manifestation, et puis s'il y a un risque de trouble à l'ordre public et que le préfet de police estime qu'il n'est pas en mesure de mettre un terme à cet éventuel trouble de l'ordre public, alors on interdit la manifestation. Autrement dit, l'interdiction c'est l'exception, la règle c'est que toutes les manifestations, il suffit de les déclarer et on peut manifester. Et on renverse complètement à la faveur d'une manifestation d'extrême droite le système où l'interdiction devient la règle et l'autorisation devient l'exception. Et ça se fait comme ça en un tour de magie devant l'hémicycle où tout le monde dit « Ah bah finalement il a pris une mesure radicale contre l'extrême droite ». Pas du tout, pas du tout. C'est exactement l'inverse. C'est une mesure liberticide. Parce qu'on sait très bien que les tribunaux administratifs d'abord vont réagir en référé, il va y avoir autant de décisions que de tribunaux saisis. Et puis deuxièmement, c'est un recul des libertés démocratiques extrêmement grave. Et ça se fait comme ça, devant tout le monde, devant les caméras. Et il n'y a pas, je trouve que la réaction dans l'hémicycle n'a pas été à la hauteur de ce qui venait de se produire. Alors, est-ce que peut-être, Aurélie, tu veux répondre là-dessus et après on passe à autre chose? On passe au sujet suivant ou... Non, mais moi, plutôt clair. Plus grave encore de la part du gouvernement, c'est la non-dénonciation de cette manifestation-là, notamment le silence assourdissant qu'il y a eu pendant des jours suite à cette manifestation. Donc, je veux dire, au-delà de l'interdiction, pas interdiction, c'est ce silence-là qui est vraiment très grave, quoi. Voilà. Je voulais vous citer, je me suis noté, c'est pour faire un peu, je me suis noté une citation de Albert Camus qui a dit « Mal nommer les choses, c'est ajouter du malheur au monde ». Voilà.